Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite une excellente rentrée. On est ravis de vous retrouver. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. C'est un piège. Ah, ça commence. On ne peut pas commencer comme ça. Voilà, il fallait une image. En tout cas pour vous, Philippe. Oui. Mais vous savez que j'ai eu une très grande surprise. J'ai été anobli pendant l'été. Ah bon ? Oui, je suis devenu chevalier. Et j'ai même ma médaille de chevalier des traditions. Et je me suis engagé à la montrer. J'ai été décoré à Saint-Lon-les-Mines, dans les Landes. Et ben je vais la porter. Oui. C'est dans les Landes. Et donc, c'est les chevaliers des traditions qui m'ont dit on adore les vraies voix. Il y avait beaucoup de monde sur la place du village. Et croyez-moi, plus de 500 personnes. Et ils m'ont dit on sent dans cette émission Les vraies voix que tout le monde aime manger. Oui, parce que les vraies voix, maintenant, c'est devenu une tradition. Absolument. Et donc, je remercie les chevaliers des traditions et leur présidente Nathalie Olaïtsola. Voilà, c'est ça. Je crois que je vais devenir progressiste. C'est-à-dire comme vous êtes le roi de la tradition. 500 personnes pour venir vous voir. 500 personnes. Mais c'est fou. Et c'est même passé dans le journal. C'est passé dans le Sud-Ouest. Oui, il y a 500 masochistes. Mais plein été. Vous avez fait un discours? Non. Oui. Mais enfin non, court. Oui, non. Un coup de oui, non. Il a chanté. C'est la clarté à boire. Dans la confusion. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette rentrée scolaire. Et fait des vraies voix, bien sûr. Et on est ravis de retrouver nos élèves. Première classe, Philippe Bilger qui est avec nous. Le retour is back. Bonsoir Philippe. Bonsoir ma chère Cécile et Philippe. J'ose dire que vous m'avez manqué professionnellement. Très bien. Excusez-moi, c'est sympathique. Hein. Je sais pas comment on doit le prendre. Non, je me pose la même question. Mais par moment, le compte à rebours nous rapprochait du moment des retrouvailles et c'était un bonheur. Ah, très bien, c'est bien. Oui, on va essayer de faire mieux avec Françoise Degois. Oui. Bonsoir Françoise Degois. Je suis super heureuse de vous retrouver, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai adoré, j'adore, j'ai l'impression de revenir dans la famille. On va s'engueuler, alors on a le vieil oncle à table, qui évidemment va dire des trucs. De plus en plus acariâtre. Il y a le tonton fou, bon on est là, bon on le laisse parler, vous savez, il y a l'homme équilibré. Il raconte des blagues et puis il y a la mater familia. Voilà, Cécile of Ménibus. Wow, c'est wam. Mater familias, comme c'est bien dit. J'ai adoré vos photos sur vos bateaux. Hein. Je vous ai suivi. J'ai eu une vie totalement hors du commun. C'est vos bateaux. Oui, tout ça m'appartient. Parce que le grand barbecue là que vous avez commandé, que vous avez le grand barbu. C'est qui le grand barbu qui était en photo? Les propriétaires ne savent pas encore que tout ça m'appartient, bien entendu. Christophe Madrol est avec nous, conseiller régional en PACA. Heureux de vous retrouver. Écoutez, c'est quoi ce bronzage indécent, Christophe? C'est le bronzage marseillais de la Méditerranée, chère Cécile. Mais d'ailleurs, vous-même, vous avez le teint bien allé. Non, mais moi, c'est du faux. C'est la différence entre vous et moi. Pas du tout. Et Françoise est ravissante. Oui, alors nous sommes effectivement très heureux d'être parmi vous. Excusez-moi, je vais vous piquer votre place. Je sais pas pourquoi j'ai des envies comme ça. Faites attention, Françoise. Faites attention. Nous défendrons le siège des vraies voix jusqu'au bout. Le cheval de Troie. Chers amis, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19h avec nos éditorialistes du jour. Allez, le sommaire rapidement, puisqu'on va parler bien entendu de cette actualité de rentrée qui, pour remplacer Gabriel Attal à Matignon, le président Macron recevait donc aujourd'hui le socialiste Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Autre nom qui pourrait créer aussi la surprise, Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental. Et Emmanuel Macron a demandé effectivement à Nicolas Sarkozy et à François Hollande de l'aider pour trouver ce Premier ministre. Alors parlons vrai, est-ce qu'Emmanuel Macron va devoir nommer un Premier ministre par défaut, faute de majorité? Est-ce que celui-ci doit avoir un profil politique ou technique? Et à cette question, qui souhaitez-vous à Matignon? Vous dites à 4% Xavier Bertrand, à 5% Bernard Cazeneuve, à 3% Thierry Baudet et à 88% quelqu'un d'autre. Vous voulez réagir? Un seul numéro et c'est toujours le sourire de Haute qui vous accueillera, le 0826 300 300. Et on ira regarder dans l'agenda de Françoise Degois, elle a peut-être d'autres noms à nous proposer. Le coup de projecteur des vraies voix, 18h30, jour de rentrée. 12 millions d'écoliers, collégiens et lycéens font donc cette rentrée des classes. Une année scolaire qui sera marquée par la mise en place de groupes de niveau au collège, rebaptisés groupes de besoins par Nicole Belloubet, la ministre des missionnaires de l'éducation. Autre mesure expérimentée dans certains établissements, l'interdiction des téléphones portables, par exemple, dans 180 collèges, ainsi
ainsi que l'uniforme mis en place dans une centaine d'établissements. Alors parlons vrai, est-ce que pour vous ces mesures sont juste gadgets ou cosmétiques comme vous voudrez? Est-ce un retour en arrière au sens des mesures de bon sens? Et à cette question, portable, groupe de niveau, uniforme, les nouvelles mesures peuvent-elles améliorer la vie scolaire et le niveau des élèves? Vous dites oui à 55%, vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Et Rodrigo Arena sera avec nous, député LFI de Paris et ancien président de la Fédération des conseils d'élèves, de parents d'élèves. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix, jusqu'à 19h, en tout cas on espère. Les vraies voix Sud Radio. Si ça tient, vu le casting du jour. Et le 0826 300 300. Et c'est Xavier de Bordeaux qui est avec nous. Bonsoir Xavier. Bonsoir. Bonsoir Cécile. On est ravis de vous accueillir. Dans un instant, vous allez pouvoir pousser votre petit coup de gueule sur les parents d'élèves et les professeurs, sur le niveau des élèves, justement. On en parle dans un instant. En attendant, le répondeur, Philippe. Absolument, le répondeur est direction un adversaire de Bordeaux au football traditionnel, direction Marseille. Oui, bonjour, ici Robert de Marseille. Tout le monde s'excite pour l'élection du Premier ministre. La gauche veut son Premier ministre, mais tout le monde ne réfléchit pas comme Macron. Macron, pour lui, n'a pas perdu les élections. Donc, il va faire comme d'habitude, faire une coalition avec un Premier ministre de droite. Il marchera avec des 49-3 comme d'habitude, sans se soucier d'une coalition LFI-RN pour une motion de censure. Tout va bien. Et une élection législative pour rien. Voilà. On prend les mêmes, on recommence. Oui, législative pour rien. On n'aura pas un Premier ministre de droite. Wauquiez n'a pas été assez intelligent pour comprendre que c'était une occasion en or. Bam. Ça débarre. Vous avez des informations, monsieur Bilger, à nous donner en scoop parce que Il vous êtes suffit bien de informé. lire. Non, mais ça sera pas comme ça. Le match, il va pas se jouer avec un Premier ministre de droite. On voit bien vers quoi on va. On va vers un gouvernement plutôt technique et politique, c'est-à-dire avec quelqu'un de la société civile. Voilà, moi je pense que Très à gauche, le temps du 49-3 est révolu. Emmanuel Macron, s'il avait pu passer en 49-3, il aurait fait. Il sait très bien que ce n'est pas ça. Il sait très bien qu'il est obligé de trouver autre chose, et donc il est en train de le faire. On a des noms ou pas, Françoise de Gois? Oui, bien sûr. Allez-y, Thierry Baudet, bien sûr. Thierry Baudet depuis hier soir. Ouais. Apparemment, il a dit oui déjà depuis jeudi à Emmanuel Macron. Donc c'est le président du Conseil économique et social. C'est une personnalité qui est capable aussi d'être préfiguratrice, c'est-à-dire probablement d'aller voir chaque groupe parlementaire et de dire sur quoi est-ce qu'on peut s'entendre. Voilà. La gauche, on sait très bien. On sait très bien ce qu'elle fera, la gauche. C'est pas un âne, mais enfin. Si, oui, moi je l'ai déjà. Non, mais moi j'ai fait Monsieur Nobaudet aussi. Bon, on peut s'amuser toute la journée. Je ne sais pas si ça sera lui, mais en tout cas, si c'est lui, il y a à manger partout. Et qui d'autre? Plutôt à gauche. Bien sûr, Non, François, c'est un drôle très On verra. De toute façon, avec Emmanuel Macron, on peut s'attendre au meilleur comme pour le pire. Donc personne ne sait aujourd'hui. Cécile, moi, je lis comme François. Quand un nom sort dans la presse, je me méfie toujours parce que Emmanuel Macron peut très bien changer au dernier moment. C'est pas un nom qui est sorti dans la presse, ça. Allez, les amis, direction Marseille. Non, Bordeaux. Bordeaux avec Xavier. Xavier, de quoi parle-t-on? C'est quoi votre... On va parler du niveau scolaire, de la baisse du niveau scolaire. Aujourd'hui, c'est la rentrée, donc je voulais vous interpeller pour vous parler de ce drame qui est en train de vivre notre pays, malheureusement, nos enfants et finalement notre avenir collectif. Alors, pour rappel, en 2023, en décembre 2023, le dernier rapport PISA a fait état du niveau. C'est une étude pour évaluer les compétences des élèves de moins de 15 ans. Et donc la France dégringole terriblement depuis une dizaine d'années. Pour vous dire quelques chiffres, moins 6 points en compétences dans la science, moins 19 points de compétences dans la compréhension à l'écrit et la lecture, moins 21 points de compétences en maths. Et petit paradoxe, c'est que la baisse finalement de niveau est aussi importante chez les bons élèves que chez les mauvais élèves. Alors on a un sondage qui est paru là en juillet 2023 de la part d'Odoxa, qui dit que 85% des professeurs et 70% des parents estiment que le niveau s'est gravement dégradé ces dernières années. Ces personnes évoquent notamment comme raison la surexposition aux écrans, le manque de discipline en classe, de sévérité des parents, évidemment le manque de moyens dans les écoles avec des classes en sureffectif et aussi la baisse de motivation des élèves. Mais moi, ce qui me choque, je vais vous dire, et pourquoi je vous appelle et pourquoi j'ai envie de passer un coup de gueule aujourd'hui, c'est parce que une des raisons principales de la baisse du niveau scolaire et de la baisse du niveau de quotient intellectuel dans tous les pays d'Occident, c'est l'alimentation. L'alimentation, on n'en parle pas assez. Or, on sait depuis quelques années à peine, la recherche
s'est penché de manière très importante sur ce sujet. En fait, on sait que l'alimentation désormais a un rôle fondamental sur le fonctionnement du cerveau. Et on sait que quoi ? On sait que le sucre, par exemple, l'apport en sucre, qui est complètement disproportionné en Occident. Pour vous dire, par exemple, en France, les enfants français mangent à peu près 5 fois la dose recommandée par l'OMS. C'est-à-dire, on est à plus de 100 à 150 grammes de sucre par jour et par enfant. C'est vrai que c'est assez énorme. Ça a comme effet ? Mais bien sûr, c'est extrêmement grave. Xavier, qu'est-ce que ça a pour terminer comme effet ? Oui, allez-y, finissez, parce qu'il faut qu'on s'en aille. Très court, en fait, ça a comme effet, ça déclenche des maladies mentales chez les enfants, des dépressions, de l'anxiété, des troubles du comportement, de l'autisme. Et malheureusement, on ne fait rien contre ça. Il n'y a pas vraiment de prévention, il n'y a pas de taxation. Mais c'est vrai que l'alimentation, c'est important. Beaucoup d'enfants ne prennent pas de petit déjeuner, par exemple, le matin, ce qui est un vrai problème, un problème de pouvoir d'achat aussi souvent. Dans un instant, merci Xavier pour rester avec nous de toute façon. Le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Je vais parler Clémentine Autain, qui pour une fois a dit une bêtise, de mon point de vue. Ah écoutez, très bien. On en parle dans un instant. On vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver avec Philippe David jusqu'à 19h et nos vraies voix du jour. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Certains diront, ils nous ont manqué, elles nous ont manqué, ces vraies voix. Philippe David. Absolument. Oui. Philippe Bilger. Ouais, même lui. Même lui, voilà, c'est ça. Françoise de Gaulle, elle vous a manqué aussi. Oui. Ouais. Parce que le problème, c'est qu'elle prend beaucoup de place. Donc quand elle n'est pas là, forcément, ça crée le vide. Oui, on s'est manqué mutuellement, Minibus et moi. Mais vous ne jouez pas cette partie. Vous pouvez donc pas c'est pas la peine. Vous êtes de toute façon. Depuis Il y a un longtemps. truc qui chez vous compliqué à suivre aujourd'hui, chers auditeurs. Il y a une case qui manque chez vous, mon ça vieux. ne connecte pas. Moi, vous m'avez manqué et je le reconnais. Et partout en France, vous avez manqué à tous les Français qui ont besoin de bonne humeur tous les soirs entre 17h Vous avez les noms et 19h. Parce qu'il nous faut les noms là. Moi, j'ai une liste grande comme mon bras. En fait, Christophe, il n'attendait pas un Premier ministre, mais les vraies voix. Mais c'est ça. C'est bien pour ça, les vraies voix reviennent et peut-être nous aurons un Premier ministre. Dans la foulée. Ouais, c'est ça. Monsieur Macron, écoutez plus souvent les vraies voix, vous serez inspiré. Si vous lui parlez, c'est qu'il nous écoute là. Emmanuel comme un soleil. Faudrait qu'on fasse une chanson. Emmanuel. Faudrait qu'on lui achète un grand fauteuil. Déjà, ça nous rappellerait quelque chose. Ah oui. Alors on va très loin. Je n'ai pas du tout parti là-dessus. Donc on parle d'Emmanuel avec Jules Joachim. On attend le avec impatience fantasme de le Philippe film. Bilger il y a Il va être quelques années. croquignolet. Il va être coquignolet. Non, mais j'imagine ce qu'il y a dans la tête de Sylvie Minibus de penser Emmanuel Macron dans un fauteuil en osier style Jules Joachim. Faut imaginer, Philippe. Elle est capable de tout, Cécile. Les amis, ce numéro de téléphone 0826 300 300, j'en profite pour vous dire, parce que c'est important avec cette rentrée, les chiffres de Sud Radio cartonnent, Philippe David. Absolument, on a fait une saison record la saison dernière, c'est la première journée, bravo à tous. 940 000 abonnés environ sur la chaîne YouTube. En numérique, ça explose et on est vraiment très heureux que vous soyez chaque jour plus nombreux à nous écouter en FM, en DAB+, sur les applications et tutti quanti. Et vous savez qu'il y a un numéro, le 0826 300 300. Ça y est, on a retrouvé la standardiste. Philippe David. Dans un instant, les 3 mots de l'actu. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. On va partir à l'Elysée, on va partir aussi à la cour criminelle du Vaucluse ainsi qu'à Valoris dans les Alpes-Maritimes. En 3 mots, ça donne Matignon sordide et motard. Allez, tout de suite, la parole est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et c'est sur les propos tenus aujourd'hui, ce matin, dans le grand matin de Sud Radio, auprès de Jean-Jacques Bourdin par Clémentine Autain, que vous allez requérir, monsieur le procureur. En effet, j'aime beaucoup Clémentine Autain, hors politique. Vous me direz qu'il reste plus grand-chose. Oui, mais tout de même, j'ai beaucoup apprécié la personnalité de cette femme, compte tenu du parcours douloureux qu'elle a eu à un certain moment. Mais ce matin, elle a dit à Jean-Jacques Bourdin, on a besoin d'aider les Français à ne pas détester la police. Ouais, c'est ça. Alors que, en réalité, la plupart des Français aiment la police profondément, et lorsqu'elle a développé la thèse d'une impunité policière, c'est une absurdité démentie par les faits. Alors que généralement, la police, à chaque fois qu'elle est confrontée au pire, est présumée coupable. Donc Clémentine Autain, que je continue à apprécier, a dit là quelque chose qui ne m'apparaît pas juste. Carton rouge.
Oui, c'est pas très juste parce que on sait elle parle pas de l'ensemble des Français. Elle dit on a besoin d'aider, notamment dans les cités difficiles, dans les quartiers, on a besoin d'aider les gens à aimer la police. En ce sens, elle a raison ou pas? C'est pas l'ensemble des Français. On n'a pas besoin. La majorité. On a besoin, bien sûr, c'est la pédagogie. Christophe Madrol, très court. Moi, je partage complètement l'étude budget. Elle a dit une connerie, point. Voilà. On aime la police républicaine fait son boulot partout. Et attention, la cavalerie du réalisateur va arriver. Allez, merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Matignon, sordide et motard. Emmanuel Macron reçoit tous azimuts à l'Elysée pour trouver un Premier ministre. Une bonne partie de la gauche promet de censurer tout gouvernement qui ne serait pas dirigé par Lucie Castet, y compris s'il s'agissait par exemple du socialiste Bernard Cazeneuve. Le procès d'une histoire sordide s'est ouvert à la cour criminelle d'Avignon. Un homme accusé d'avoir drogué son épouse pour la faire violer inconsciente par des dizaines d'inconnus. 51 co-accusés. Le huis clos leur a été refusé. Et puis à Valoris, dans les Alpes-Maritimes, la fillette de 7 ans percutée par un motard en roue arrière est morte, annonce son père. Le parquet va examiner la semaine prochaine l'appel du parquet contre la liberté sous contrôle judiciaire du motard, puisque le parquet réclamait sa détention provisoire. Les vraies voix Sud Radio. La surprise du chef va-t-elle s'appeler Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental, désormais pressenti comme futur Premier ministre. Alors avant de présider le CESE, Thierry Baudet était responsable mutualiste, un profil qui serait moins politique qu'attendu. Ce serait un peu la surprise du chef, mais Emmanuel Macron a aussi reçu aujourd'hui, comme annoncé, à droite, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, ou alors à gauche, le dernier Premier ministre de François Hollande, un certain Bernard Cazeneuve. Le socialiste pourrait-il revenir à Matignon? Eh bien, beaucoup, en tout cas au nouveau Front Populaire, assure qu'il voterait une motion de censure si c'était le cas. Castet ou rien, martèle par exemple l'ancienne insoumise et députée NFP Clémentine Autain. Il est arrivé en tête, Bernard Cazeneuve ? Non. Bon, alors, quelle est cette histoire ? Il n'est pas arrivé en tête. Est-il porté par le nouveau Front Populaire ? Non, il ne l'est pas. Il n'est pas porté par la coalition. Vous savez très bien que ce que veut le président de la République, c'est faire exploser le nouveau Front Populaire, chercher à faire en sorte qu'il y ait une crise au Parti Socialiste, qu'il puisse en tirer un morceau pour essayer de maintenir une politique dont les Français ne veulent plus. Donc c'est ça qui devrait vous choquer. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le président de la République va utiliser les rouages de la 5e pour maintenir une politique qui a été massivement rejetée par les Français. Clémentine Autain, la députée écologiste NFP de Seine-Saint-Denis, au micro de la matinale de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio, l'ancienne insoumise qui soutient par ailleurs la procédure d'LFI en vue de destituer Emmanuel Macron, rien de moins, le président qui, selon eux, ne respecte pas le verdict des urnes, le résultat des élections législatives. Et puis le deuxième mot, sordide. Oui, la cour criminelle du Vaucluse a refusé le huis clos pour le procès des viols de Mazan. Oui, un retraité de 72 ans jugé pour avoir drogué son épouse durant 10 ans afin de la livrer au viol de plusieurs dizaines d'inconnus recrutés sur Internet. Procès hors norme. Aux côtés du mari, une cinquantaine de co-accusés de 26 à 74 ans parmi ceux qui ont pu être identifiés. Le procès à travers cette histoire de la soumission chimique. Et c'est pour ça que la victime Gisèle ne souhaitait pas le huis clos réclamé par la défense, explique Stéphane Babonneau, son avocat. Évidemment, le fait de revoir son ex-époux était un moment, et je pense pour toute la famille, un moment d'appréhension. Mais à travers cette ouverture de la salle d'audience au public, elle souhaite sensibiliser aussi largement que possible à ce qui lui est arrivé, afin que des faits comme cela ne se reproduisent plus jamais. Elle estime également, même si oui, il y aura des moments extrêmement difficiles, qu'elle n'a pas à se cacher et qu'elle n'a pas à avoir honte de ce qu'elle a vécu, comme parfois beaucoup de victimes d'agressions sexuelles, de viols et de faits graves le ressentent, et qu'il faut que cela se sache et que la honte change de camp. Stéphane Babonneau, avocat de la partie civile à ce procès des viols de Mazan, propos recueillis par Viken Cantarcy et Karen Cassuto de l'agence France Presse. Et le troisième mot, motard, Philippe. Avec le décès de la fillette de 7 ans, percutée par un motard en roue arrière. Percuté à Valoris dans les Alpes-Maritimes, c'est le père de l'enfant qui annonce finalement sa mort. Il se dit aussi écœuré, le motard n'étant pas derrière les barreaux. Le juge de la détention et des libertés a préféré un contrôle judiciaire avec obligation de se présenter. Le parquet qui réclamait une détention provisoire. Il a donc fait appel qui sera examiné, on l'apprend cet après-midi, dans un peu plus d'une semaine, un mardi de la semaine prochaine. Et puis on termine par de l'or aux Jeux Paralympiques. Alexis Anquincan, porte-drapeau de la délégation française, c'est déjà pas mal. Alexis Anquincan qui a été sacré champion paralympique dans sa catégorie PTS 4 du paratriathlon. On va faire évidemment un point plus complet sur les résultats. Ce sera vers 18h10 avec notre consultant, avec Anthony Martin-Smith,
judoka paralympique et donc consultant pour ces Jeux, consultant Sud Radio. Merci beaucoup Félix Mathieu. Vous restez avec nous. Philippe Bilger est avec nous, Françoise Degois, Christophe Madrol et vous au 0826 300 300. Il y a des choses qui vous choquent, vous voulez réagir sur l'actualité du jour. Vous êtes les bienvenus. La maison Sud Radio vous accueille avec joie et bonne humeur. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, qu'est-ce que vous nous avez manqué pendant cet été? Et on était très très contents, Philippe et moi, de vous retrouver ce matin. Absolument. Dès ce matin, notre réunion, là, on était contents. On retrouve nos auditeurs ce soir. On a supplié pour prendre l'antenne plus tôt. Mais ils n'ont pas voulu. Ils n'ont pas voulu. On voulait prendre l'antenne toute la journée, ils n'ont pas voulu. Non. Non, mais ils voulaient tous y aller. On est généreux quand même. Parce qu'on aurait fait un pic d'audience. Voilà pourquoi ils n'ont pas voulu. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Ils se sont dit, oh là là, s'imaginons qu'ils fassent un carton, on va être obligé de les laisser toute la journée. Donc pour vous dire comme quoi, bref, on peut quand même en parler à Patrick Roger, on sait jamais. Dans la mesure où on parle même de sexologie. Bah oui, écoutez, nous on aborde tous les sujets. Hein. Si vous nous lancez-nous, vous allez voir. Vous lancez-nous surtout. On répondra à tout et en profondeur. Hein, nous sommes des professionnels, mais totalement amateurs. On vous le dit tout de suite. On en est où là, Philippe David? On en est au grand débat. Il faut lançons ce grand débat, j'ai envie de dire. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Aura-t-on un Premier ministre cette semaine? Emmanuel Macron a repris les consultations ce matin. Bernard Cazeneuve, suivi par François Hollande, Nicolas Sarkozy et Xavier Bertrand. Aucun commentaire avant, et je vous dirai après ce qu'il en est. Thierry Baudet, le président du Conseil économique, social et environnemental. La nomination de ce profil technique est une hypothèse sérieuse, nous dit-on dans l'entourage du président. Croyez bien que je fais tous mes efforts, et les jours et les nuits, et que je le fais depuis des semaines pour aboutir à la meilleure solution pour le pays. Après, je ferai mes meilleurs efforts et je parlerai aux Français en temps voulu et dans le bon cadre. Et donc, qui pour remplacer Gabriel Attal à Matignon c'est le choix du président Macron, hein, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand ou alors Thierry Baudet, on ne sait pas encore. Le suspense est très très long, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que de toute façon, ce ne sera pas un Premier ministre par défaut puisqu'il n'y a aucune majorité? Enfin, est-ce que celui-ci doit avoir un profil plutôt politique ou plutôt technique? Et à cette question, qui souhaitez-vous à Matignon? Vous dites à 4% Xavier Bertrand, à 5% Bernard Cazeneuve, à 3% Thierry Baudet et à 88% autres. Venez nous dire qui vous voudriez voir à Matignon. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Elle est même prête à entendre Françoise Degois comme proposition, ce qui veut vraiment tout dire. Eh bien, ça se passerait autrement si j'étais nommé à Matignon. Tiens donc. Alors imaginons que vous soyez présidente ou président de la République. Philippe Bilger, vous auriez vu qui vous auriez nommé qui dans un contexte comme aujourd'hui? Moi, j'aurais nommé quelqu'un de la droite républicaine, et je n'aurais pas du tout adopté la stratégie du triumvirat qui a vu à plusieurs reprises Emmanuel Macron, parce qu'évidemment, il y avait des risques parlementaires et Laurent Wauquiez est obsédé par 2027. Moi, j'aurais choisi un Premier ministre au sein de la droite conservatrice. Des noms. Mais moi, j'aurais volontiers vu David Lisnard. Mais j'aurais même vu Xavier Bertrand, pourquoi pas. Ce que je note, on n'a pas de consultants là. Non. Ah donc, c'est nous-mêmes qui devons être intelligents. Donc, si on a des consultants, mais en deux mots, donc ça n'a aucun rapport. Non, je suis frappé d'abord pour être sérieux sur 2 points. Emmanuel Macron semble s'être adonné à ce que j'appellerais la volupté de la consultation. Il y a bien un moment, il va devoir trancher, probablement demain. Deuxième élément, je me demande si dans son choix et dans son dessein suprême, le problème n'est pas d'opter entre la droite et la gauche, mais entre la personne qui lui laissera encore un peu de pouvoir ou celle qui, par une personnalité trop forte, lui prendra tout.
Françoise Legault. Oui, je pense que bien sûr, c'est quoi qu'il advienne, quand on voit exactement la façon dont les choses tournent, c'est Emmanuel Macron Premier ministre. C'est exactement ça qui va se passer dans les heures ou la journée qui vient. Évidemment, moi, si j'avais dû nommer, j'aurais nommé bien sûr quelqu'un du nouveau Front populaire, mais j'aurais nommé probablement la social-démocratie. Moi, je pense que dès le début, j'aurais été Emmanuel Macron. J'aurais pas laissé le temps au nouveau Front populaire de faire ses atermoiements. J'aurais appelé Olivier Faure, par exemple, à Matignon. Oh et j'aurais dit, mais je dirais chacun son choix. Moi, j'aurais appelé Olivier Faure, qui d'ailleurs, à mon avis, se révèle complètement dans la séquence. Et j'aurais dit, voilà, chercher une coalition, etc. Je pense que il faut être logique. Le bloc qui est arrivé en tête, eh bien, ce bloc-là, il devait être appelé à gouverner, quitte à tomber au bout de 15 jours. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de respecter. Là, à mon avis, on va tranquillement vers un gouvernement technico-politique et Emmanuel Macron, Premier ministre, encore et toujours, jusqu'en juin prochain, minimum. Christophe Madrol. Oui, moi, la séquence est assez intéressante. Depuis les élections législatives, on voit beaucoup de choses. On a vu la pauvre Lucie Casté faire tous les plateaux de télévision, tous les forums, toutes les foires à la saucisse de France et de Navarre, pour pas grand-chose. Olivier Faure, Françoise, soyons sérieux, Olivier Faure dans la séquence, t'as le droit. Vous auriez pu nommer Marine Tondelier, mais c'est quand même Olivier Faure. La nullité de cette gauche qui aujourd'hui a porté Lucie Casté au désastre est quand même. Et pourquoi j'aurais préféré moi que tu puisses parler social-démocratie d'un Bernard Cazeneuve ou d'un autre. Mais Bernard Cazeneuve est social-démocrate. Christophe, évidemment qu'il plaît à la droite, Bernard Cazeneuve. Il est plébiscité par la droite et les macronistes. C'est pas la question de la droite, c'est la question à un moment donné. Tu peux pas parler comme ça de leader politique. C'est la question à un moment donné. C'est la question à un moment donné de qu'est-ce que nous voulons pour la France. Moi, ce que je vois aujourd'hui depuis 2 mois, je vois aujourd'hui, moi, si j'avais un autre, je nommerais quelqu'un de province. J'en ai un peu assez aujourd'hui que la politique tourne autour de Paris, autour d'Emmanuel Macron, autour de l'Élysée, autour de Matignon. Non, c'est pas des ficelles. Tu peux reprendre toutes les tribunes qu'on a pu écrire. Je te dis qu'aujourd'hui, la France a besoin de se poser. La France a besoin d'un Premier ministre qui repose. Et j'irai rechercher Jean Castex parce qu'il n'a pas été un mauvais Premier ministre. Il a rassuré les Français. Et les Français ont besoin un peu de se faire rassurer. Est-ce que juste une minute, les copains, on va commencer, Christophe. Tu vas quand même admettre, vous avez perdu. Qu'est-ce que tu Mais vous avez perdu les élections. Mais il n'y a pas de gagnant. Tu sais que quelqu'un qui, tu sais que en français, je veux bien qu'on change le vocabulaire. En français, quelqu'un qui arrive en tête, il a gagné, tu vois, sur une course. Donc j'ai pas dit qu'il y avait de majorité absolue. Il y a un bloc qui a gagné. Vous avez perdu ces élections. Arrêtez votre déni de réalité. Va rechercher Jean Castex, mais va rechercher Elisabeth Borne après tout. Elle a été élue grâce au voix de la gauche et au désistement. Il faut se rappeler quand même de ce qui s'est passé au deuxième tour des législatives. Écoute, arrête. On va se rappeler ce qui s'est passé. Il y a un camembert, il y a un bloc central qui est en tête. Tu veux pas l'admettre, tu l'admets pas. C'est ça votre problème. Vous avez été battus. Et à nos auditeurs, direction Bordeaux avec Xavier. Bonsoir, rebonsoir Xavier. Rebonsoir, ça va aller plus vite que tout à l'heure. Écoutez, moi j'aimerais bien être tacticien cette fois-ci, un peu stratège. Laissons Macron nommer un Premier ministre de droite, laissons-les s'entretuer, laissons-les faire n'importe quoi en France, et comme ça on récolte les fruits de tout ça en juin 2025 et en 2027 en disant aux Français, regardez, la droite et le centre font n'importe quoi, c'est à nous de gouverner désormais. Mais Xavier, pour vous, ce serait qui ce serait par exemple qu'on soit... non, pour la droite. Pour vous, ce serait qui ce serait quoi votre choix? Pour moi, personnellement, ce serait par exemple François Ruffin. Je pense quelqu'un d'authentique, d'honnête, qui s'est émancipé de Jean-Luc Mélenchon et qui incarne une forme de nouvelle social-démocratie capable d'être en rupture avec ce qui s'est fait depuis de nombreuses années. Ça s'entend. Oui, mais ça fait pas une majorité aussi, François Ruffin. Surtout qu'il est allé au clash avec Jean-Luc Mélenchon. La réalité, c'est que rien ne fait. Non, pas du tout. Rien de rien. Il a été. Il a perdu beaucoup de plumes dans la bataille. Je dis entre la droite et la gauche. Non, il a perdu beaucoup de plumes, François Ruffin, dans la bataille. C'est le jour du non. Non, mais c'est la réalité. Il a fait une erreur stratégique. Il s'est mis à cracher sur Mélenchon d'un seul coup pour essayer d'expliquer ce qu'il pensait être sa défaite. Finalement, il a gagné. Il se retrouve un peu esselé. Il est obligé de partir chez les Verts. Je veux dire, Ruffin n'est plus du tout en majesté, contrairement à la façon dont il était rentré dans les législatives, François Ruffin. Donc il faut bien voir que tout ça bouge complètement. Moi, ça n'enlève rien à la qualité de son travail. Mais nous n'enlèvons rien à la qualité de François Ruffin. Moi, je n'enlève rien à la qualité de personne. Je dis juste qu'à un moment donné, il y a une réalité, il faut juste l'admettre. Laissons faire les gouvernements. Ils seront censurés. Eh bien, ils seront censurés. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est encore un avis. Moi, Ruffin, pour moi, dans la séquence,
Il s'est bonifié. Clémentine Autain s'est bonifié. Ils ont montré qu'ils ont été capables de couper avec la ligne Mélenchon, avec le dictat de Bompard qu'on connaît bien. Tout le monde a coupé. Mais la réalité, écoute, j'en ai marre de cette légende qui consiste à dire que tout le monde est sous l'influence de Mélenchon. Si on était sous l'influence de Mélenchon, il serait déjà Premier ministre, ou ce serait Bompard. Mais la réalité, c'est pas ça. Allons du côté de Philippe Bilger. Philippe. Là où je rejoins Françoise, quantitativement, le nouveau Front populaire a gagné. Bien sûr, c'est clair. Mais je pouvais comprendre la volonté d'Emmanuel Macron, à la fois volonté perverse et en même temps assez logique, de dire à quoi ça rime de nommer une personnalité issue du nouveau Front populaire, puisque dans les 24 heures, il y aura une motion de censure. Mais ça sera pareil pour la droite. Peut-être avez-vous raison, Françoise, de manière étonnante, parce qu'en réalité, il aurait peut-être dû faire ça. Mais bien sûr. Et il aurait purgé le problème. Et Lucie Castet a été catastrophique durant les 2 mois. Écoutez, moi je veux bien qu'on crache en permanence sur la gauche, c'est pas ça le sujet. Mais la réalité, c'est que c'est le sort qui est réservé aussi à un Premier ministre de droite ou du centre. Donc il faut bien, mais bien sûr que si. Si le Rassemblement national vote une motion de censure, vous allez où, les copains? Vous allez nulle part. Entre le macronisme, la droite républicaine et le RN, qui de manière épisodique voterait. Vous n'en savez rien de ce que va faire le Je rappelle quand même le Parti socialiste est assez divisé. Non, pas du tout. Mais où est-ce qu'il est divisé? Est-ce que le groupe parlementaire est divisé? Bien sûr. Françoise, tu as un tiers aujourd'hui qui est sur la ligne de discuter avec Macron. Mais absolument pas. Tous les gens qui veulent discuter avec Macron ne sont pas parlementaires. Donc tu racontes n'importe quoi. Tous les gens d'Elga, etc. ne jouent absolument pas la s'il vous plaît. Si vous continuez, on va droit dans le mur. Je vous le dis tout de suite. Jean-Claude est avec nous. Et en parlant de socialisme, il sait de quoi il parle. Il est de Carmaux, la cité de Jean Jaurès. Bonsoir Jean-Claude. Voilà. Qui peut parler? Bonsoir Jean-Claude, bienvenue. Genre nous on est des débiles. Bonjour à tous. Pas loin. J'appelle de Carmaux, à côté d'Albi. On connaît la ville de Jaurès, bien sûr. Voilà. Alors vous qui vous verriez à Matignon. On le connaît très bien, il est nickel. Qui ça? Philippe David. Oui. Vous me mettez moi à Matignon? Non. J'ai failli faire un malaise là. Non, mais je m'aperçois que tout le monde pense à beaucoup de personnes, sauf à Madame Carole Delga. Présidente de la région Occitanie. C'est ce que disait tout à l'heure Christophe Madrol, d'aller chercher plutôt dans les régions. Personne n'y pense, c'est évident. Et apparemment, elle était dans les 3. Donc pourquoi il n'en nommerait pas? Parce qu'elle ne pèse absolument rien, que tout se joue au Parlement, et que je répète, je redis, il faut arrêter de répéter les arguments comme ça qui ne tiennent pas debout. Le groupe parlementaire socialiste qui s'est rééquilibré par rapport à LFI, on n'est plus qu'à 4, le PS n'est plus qu'à 4 députés de LFI, et c'est d'ailleurs pour ça que tout le rapport de force est changé. Le groupe PS ne veut pas de Bernard Cazeneuve. Il y a un député qui est pour Bernard Cazeneuve. Donc, et Carole Delga, c'est pareil. Il faut des personnalités qui soient capables de bouger le Parlement. Moi, je suis Emmanuel Macron, je regarde Xavier Bertrand, je dis mais Xavier Bertrand, combien de divisions? Olivier Faure, il bouge tout le NPF. Je suis désolé de tout le dire. Déjà, par exemple, le NFP. Xavier Bertrand, il bouge combien de députés de droite? Expliquez-moi. Bernard Cazeneuve, il bouge combien de députés de gauche? C'est ça que regarde Emmanuel Macron. Quand vous regardez à travers ce prisme-là, évidemment qu'aucun des deux ne peut aller à Matignon. Il n'aurait pas forcément censuré Bernard Cazeneuve. Il ne bouge peut-être pas grand monde. Mais vous n'en savez rien. Le nombre, en tout cas. Mais vous non plus, ma chère bien sûr que si, parce que moi, je pense que je connais le groupe socialiste un peu mieux que vous. Il se serait pas contenté de s'abstenir. Je pense que si Emmanuel Macron recule sur Bernard Cazeneuve, c'est parce que il a la garantie que le groupe votera la censure. Oui, mais rappelez-vous ce qu'a dit Olivier Faure, que vous aimez beaucoup. Il a dit tout ce que je demande, c'est qu'il n'y ait pas la continuation du macronisme. Avec Bernard Cazeneuve, peut-être. Jean-Claude, je voulais vous poser une question. Vous avez entendu tout à l'heure, vous êtes de Carmaux. Xavier de Bordeaux disait François Ruffin. Ruffin, c'est la Picardie. Carole Delga, c'est l'autre bout de la France, l'Occitanie. Et Christophe Madrol disait faut quelqu'un qui soit pas parisien, parisianiste. Est-ce que vous qui habitez Carmaux, petite ville du Tarn, vous pensez la même chose ou est-ce que vous pensez que c'est une erreur, comme le dit Françoise Degois? Carole Delga, par exemple. Oui. Non, moi je dis que c'est une grosse erreur. Il ne faut pas penser qu'à vous, là-bas, les Parisiens. C'est bon, une Carole Delga, elle est autant capable que quelqu'un d'autre. Peut-être même mieux.
Non, mais moi, Voilà. j'entends tout à fait ce que vous dites sur la capacité des personnalités. Je dis juste que c'est pas un casting qu'on cherche, c'est une politique. Si demain, Carole Delga ou Xavier Bertrand arrive, devient Premier ministre et dans sa valise, il a l'autorisation Ce sont des gens de terrain, quand même. d'abroger, mais c'est pas le problème, ils sont tous des gens de terrain. Il faut arrêter de penser que les députés sont pas des gens de terrain aussi. Mais moi, Cazeneuve n'est pas un mec de terrain. Excuse-moi, Cazeneuve, il a été parlementaire pendant 25 ans. Il était dans le département de la Manche. Il connaît le terrain aussi bien que toi. Mais je te les prends les uns après les autres. D'accord. Je te parle pas des députés qui ont eu des mandats d'exécutifs locaux comme Bernard Cazeneuve ou d'autres. Je te parle de toute cette nouvelle génération de nouveaux députés qui sont rentrés. Mais de qui tu parles? Mais qui sont rentrés avec la Macronie, par exemple. On a eu l'état de ce qu'ils pouvaient par rapport à ça, et on a vu ce qui s'est passé sur les territoires. Ils étaient complètement coupés par rapport à la réalité des territoires. Si demain, qui que ce soit arrive et dit à la gauche, on abroge la réforme des retraites, eh bien, il n'y aura pas de censure de voter. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un problème de casting. Les amis, merci beaucoup Xavier, merci Jean-Claude. Xavier, vous restez avec nous puisque vous allez devoir vous frotter Françoise Degois avec Philippe Bilger et avec Christophe Madrol. Le qui c'est qui l'a dit dans quelques instants. Merci Jean-Claude de nous avoir appelés. Passez une bonne journée Jean-Claude. Merci de même à tous. On vous embrasse. Allez, on fait une petite pause. Au revoir Jean-Claude. On revient dans un instant, à tout de suite. Le jeu est maintenu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, on est ravis de vous retrouver pour cette rentrée scolaire. 12 millions d'élèves plus Les Vraies Voix. Ils sont rentrés aujourd'hui, Philippe Bilger, Françoise Degois et Christophe Madrol. On vous l'annonce tout de suite, les Chinois ont voulu nous spolier et nous prendre ce jeu magnifique, le qui c'est qui l'a dit. Et nous avons lutté. Il est encore français. Absolument. L'excellence à la française. Nous avons été la grande muraille du qui c'est qui l'a dit. Exactement. On ne s'est pas laissé brider. La Chine, ce grand pays des libertés fondamentales. Non, on est débridés. Il est évident que les vraies voix ont été une préoccupation fondamentale du dictateur chinois. Mais sérieusement, on va pas faire l'année comme ça, en fait. Françoise, là, on est en forme, donc ça peut que se dégrader. C'est ça qui est terrible. C'est ça. Xavier, vous êtes avec nous? Je suis là. Et vous pouvez officiellement lancer le jeu. Allez-y. Allez, top, c'est parti. Les vraies voix Sud Radio. Le quiz de l'actu. Et cette première question, Xavier, j'espère qu'elle est pour vous. Un point. Qui c'est qui l'a dit? Je suis disponible pour servir le pays. Je sais. Ségolène Royal. Non, Bernard Cazeneuve. Bonne réponse de Françoise Degois. Qui marque un point. Qui c'est qui l'a dit à 3 points sur Bernard Cazeneuve, Xavier? Il ne faut pas avoir de pensée rigide. Xavier. Olivier Faure. Ségolène. Bonne réponse de Philippe Bilger qui met 3 points. La souplesse, c'était très fin. Oui, bien sûr, il adore, il verrait Ségolène à Matignon. Moi qui adore Ségolène, je la vois pas du tout à Matignon. Je dis ça, je dis rien. Oui. Donc vous faites ce que vous voulez. Question. Qui c'est qui l'a dit à 1 point? Xavier, écoutez bien, l'éducation nationale aurait besoin de continuité, de stabilité. Gabriel Attal. Attendez, non. C'est l'auditeur d'abord. J'en sais rien. Allez-y, Gabriel Attal. Bonne réponse. Et pourtant, elle est mauvaise. Qu'est-ce qu'elle est mauvaise. Il est en train de gagner. Et vous trouvez pas que cette phrase, l'éducation nationale aurait besoin de continuité, de stabilité, c'est une offre de service? C'est pas une offre, elle y est. Oui, mais pour y rester, je veux dire. Ça serait bien qu'elle s'en occupe. Non, mais attendez, on est en train de laisser gagner Bilger. Ce qui est étonnant, c'est que je me rappelais plus que Belloubet était ministre de... Mais tu as raison, Françoise. Je crois qu'effectivement, il faut vraiment... des affaires courantes, elle fait de la politique. Allez-y. Qui c'est qui l'a dit à 3 points, les vraies voix? Monsieur Cazeneuve n'est pas de gauche et Monsieur Bertrand n'est pas de droite. Ce sont des macronistes plus ou moins défroqués. Ah, c'est pas mal, ça. C'est assez bien Moi, vu. je crois ça. Xavier. Ça vient du RN, ça. Oui. Qui? Sébastien Chenu. Non. Allez, on va dire Alizio parce qu'il a fait là-dessus. Qui? Non, c'est pas Franck Alizio. Non. C'est Sébastien Chenu. Marc Antelli. Non, Giacomelli. Non. Jacobelli. Laurent Jacobelli. Marine Le Pen. C'est le maire de Perpignan. Et Non. Enfin. Non, c'est quelqu'un d'autre, un autre député. Non. Quelqu'un, un garçon qui ne veut pas partir de chez ses parents. Odoul. Ah non, on appelle ça un quoi? Un Tanguy. Ah là 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 là. Françoise Degois.
qui marque 3 points. Non, mais là, c'est vraiment la honte. Oui. Bravo. Non, Alors que moi, j'aurais pensé à Tanguy et la verdure. Non, c'est pas fini, t'as encore 3 minutes. Allez. Qui c'est qui l'a dit? C'est à moi de le dire, d'accord. oui. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. Emmanuel Macron veut assassiner son ennemi principal, la gauche. Xavier. Clémentine Autain. Bonne réponse de Xavier qui marque 3 points. C'était ce matin. Alors, Xavier. C'était ce matin sur Sud Radio. je vous Absolument, rappelle. au micro de Jean-Jacques Bourdin. Alors c'est très simple, Xavier 3 points, Philippe Bilger, Françoise de Gaulle 4 points, Christophe Madrol, réveillez-vous. Attendez, on va l'appeler, Christophe. Allô? À quel moment vous arrivez dans l'émission? J'arrive tout de Merci. suite. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Lucie Castet incarne la société civile organisée. Ah, je sais. Xavier. Alexis Corbière. Non. Olivier Faure. Bonne réponse de Françoise de Goua. Mais non, mais je regarde les infos, je regarde les matinales et j'écoute. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Parce qu'on parle aussi à l'international. C'est l'Eurovision. Oui, c'est l'Eurovision des vraies voix. Tu peux me le dire en grec alors, s'il te plaît? Et donnez-moi des tuyaux, les gars, parce que je suis en train de perdre là. Écoutez, ouvrez vos oreilles. T'as pas un truc sur Jean Castex par rapport? Non, je peux le faire. Sur un élu marseillais, vous avez pas un truc Écoutez bien, les urnes ont parlé et ne veulent plus de la politique de malheur d'Emmanuel Macron. Xavier. Xavier? François Ruffin. Non. Manuel Bompard. Non. Xavier Bertrand. Non. C'est une femme. C'est Ségolène Royal. non, Non. Sandrine Rousseau. Non. Clémentine Autain. Non. Tondelier. Attendez, Xavier. Xavier, vous avez dit. Non, elle est à Mondelier. l'Europe. À l'Europe. Comment? À l'Europe. Elle est à l'Europe. Marion. Bonne réponse de Françoise de Goua. moi, je vais bien partager avec tu l'as François. pas dit avec moi en même temps. Non, Aussi. c'est moi en premier. Moi, je vais voir le match. l'avais là. dit, En production, Non, qui a t'en as parlé en rien premier? dit. J'attends nos producteurs. Je crois que c'est Françoise qui avait. Attendez. c'est bien sûr que c'est moi. Non, on peut demander la VAR ou pas? La VAR? Ouais. Et Maxime est très Françoise. honnête, hein. Bon, 2 points pour Françoise de Payé. Goua qui prend la tête d'ailleurs. Qui Largement. c'est qui l'a dit à 2 Qu'est-ce que vous points? dites, Xavier? Dans peur. Je me lève, elle a toujours peur de Françoise de Gaulle. Xavier. Non, rien. Alors qui c'est qui J'ai qui pas l'a dit? entendu la question. Mais ouais, on n'a rien dit. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Xavier. Sur Emmanuel Macron, c'est un homme du chaos institutionnel, du chaos politique, du chaos fiscal. Vous devriez voir. François Ruffin. Bonne réponse de Xavier. Il adore François Ruffin, super. François Ruffin, qui c'est qui l'a dit à 1 point? En République, ce n'est pas le monarque qui est souverain, mais bien le peuple. Xavier. Je sais pas. Mélenchon. Non, c'est le même Bompard. parti. Bompard. Non. Elle connaît très bien l'histoire de Léon Clémentine Blum. Non. Panneau. Bonne réponse. Ouf, il s'est sauvé l'honneur. Bravo, Christophe. Attention, tu fous-toi en l'air. Allez, la dernière à 2 points. Qui c'est qui l'a dit? J'ai beaucoup d'amitié pour Bernard Cazeneuve. Avec lui, nous aurions une vraie cohabitation. Et c'est ce qu'il faut, sauf si on veut s'asseoir sur le vote des Français. Xavier. Allez, Carole Delga. Non. Gabriel Attal. Non. Elle est parisienne. Hidalgo. Bonne réponse de Philippe Bilger qui marque 2 points. Mais quand même, il est battu, dis-moi, rassure-moi. Et ben vous avez gagné 8 points. Philippe Bilger 6 points. Xavier 5 points. Christophe Madrol 1 point. Qui a gagné? Ah, François, elle est trop forte. Merci, merci Xavier, merci, je vous en prie. Et elle triche pas, c'est ça qui est terrible. Vous êtes sûr? Non, je triche pas. Non. Vous êtes sûr qu'elle triche pas? Mais je tricherai comment? Je suis sûr. Ouais. Franchement, je le jure sur votre tête. Je me sens pas bien. Mais si vous regardez la Xavier. télévision et Mme de Gaulle qui a Merci. des oreillettes dans les oreilles. C'est quoi ces oreillettes? Merci les amis, merci Xavier d'avoir participé à cette émission. Merci à vous. D'avoir bien entendu commenté dans 10 minutes le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger, on parle de quoi? Macron, Sarkozy et Hollande, un triumvirat fictif. Avec Françoise de Gaulle. Je vais parler de cet horrible sort réservé aux femmes afghanes qui sont désormais interdites de chant par les talibans. Jusqu'où ira-t-on? Et avec vous, Christophe Madrol? J'ai parlé de la libération que nous souhaitons de Paul Watson qui est enfermé parce qu'il veut sauver les baleines et puis il y a des méchants qui veulent le mettre en prison. C'est bon, on a compris. Restez avec nous. Merci. On est ensemble jusqu'à 19h. Oh, j'en peux plus de vous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Vous vouliez Philippe David, vous l'avez eu. Vous avez Cécile de Ménibus, vous l'avez aussi. Ben voilà, et vous vouliez aussi Philippe Bilger, Françoise de Gois et j'allais dire, non, Christophe Madrol, pas Olivier. Ça va, Christophe? Très bien, très. Pourquoi vous dites très bien? Parce qu'à Marseille, on dit très. Alors c'est un accent, c'est un accent grave, non? On dit très. Voilà, très. On dit très, voilà, on dit très. Ça va, Philippe Bilger? Très bien. Ah bah voilà, ça c'est un bon trait. Il n'y a pas l'épaisseur du trait. Françoise de Gois. Ça va super bien. Ouais, ça doit super. Je suis super cool, heureuse d'être avec vous. Allez les amis, on vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et tout de suite, je vais donner mon premier coup de gueule de la saison. Le partager, parce qu'on partager, parce qu'on est vraiment d'accord et qu'il mérite d'être fait. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous Salim Ejnaini, cavalier para-équestre non-voyant. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue chez nous. On est ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir. Et mon coup de gueule, donc je vous le donne. Et on a évidemment avec nous, comme toujours, Anthony Martin-Smith, judoka paralympique et consultant Sud Radio. Bonsoir. Anthony. Bonsoir à vous. Et on va commencer parce qu'il vous est arrivé quelque chose de, on peut dire comme ça, pas banal, Salim, aujourd'hui. Non, quelque chose d'assez décevant qui est arrivé tout à l'heure, comme une grande partie du pays. Je voulais partager la ferveur paralympique qui ne m'a pas déçu jusque-là, ni la ferveur olympique d'ailleurs. Et j'ai tendance à voir ces jeux comme une fête. Eh bien, je voulais partager cette fête et découvrir le cécifoot aujourd'hui, en prenant un taxi, en bénéficiant d'un processus qui fonctionnait jusque-là, en tout cas le croyais-je, et qui permet aux personnes qui viennent en taxi, en véhicule, de se faire déposer, aux personnes à mobilité réduite, de se faire déposer au plus près des sites de compétition pour éviter d'avoir à marcher. Alors il s'avère qu'on a été inspiré, on était 3 personnes à mobilité réduite dans la même voiture. Non, c'est pas le début d'une blague belge. Voilà, c'est pas le début d'une blague belge, c'est bien la vérité de la vraie vie. Et une parmi nous ne pouvait pas marcher sur de longues distances, ça a son importance. On se présente à l'entrée qui est indiquée sur le site de Paris 2024, très bien fait d'ailleurs. Sauf que malheureusement c'est là que le premier couac arrive. La police nous bloque et nous demande un QR code. Alors on se renseigne sur quel QR code, est-ce que c'est nos places? On ne nous répondra jamais et on nous dit si vous n'avez pas ce QR code, il va falloir marcher, avec un petit haussement de sourcil et un air assez décevant, peut-être un petit peu narquois, je sais pas, un potentiel de nuisance surutilisé. Bref, on l'a pas forcément très bien pris et c'est pas très bienvenu comme remarque à des personnes à mobilité réduite de leur dire qu'il faudra se contenter de marcher. Un bénévole de bonne volonté nous ouvre la place sans savoir où nous indiquer quel chemin emprunter. On essaye d'aller tant bien que mal et on se retrouve au niveau des accréditations, donc c'était pas le bon endroit, là où il y a les athlètes et les familles. Un autre bénévole essaie de nous accompagner ailleurs. Bref, on se fait balader comme ça pendant une bonne 40-45 minutes, voire 1 heure. Un match de cécifoot dure 45 minutes, voire 1 heure. On a raté le match entier de cécifoot par la faute de ce process qui était mal appliqué. On ne nous donne aucune réelle solution, si ce n'est, tenez, je vous laisse deviner, un autre QR code à scanner et à remplir pour une déclaration en ligne. Bref, on a préféré en rire. On était 3, on a eu la compagnie et la chaleur humaine. Est-ce que vous avez présenté votre passe Covid? Je ne l'avais plus. Je changeais de téléphone depuis, cher Anthony. Non, c'était pas un moment forcément très agréable et ce genre de moment qui vous renvoie à votre différence, mais par le prisme des autres. C'est-à-dire que on a tendance, nous, à l'oublier, à le vivre correctement, voire même de façon agréable. Et puis, ça aurait pas dû être ni le lieu, ni l'instant, ni même la manière, j'ai tendance à dire. Alors, on va adoucir un peu le ton. Avec les bénévoles, ça s'est passé à merveille. On a eu des personnes qui ont été outrées de la situation, qui ont apporté des solutions. On passera le bonjour notamment à Bruno, le taxi, qui a très gentiment accepté de négocier avec la police, qui ne voulait pas le laisser passer d'ailleurs pour revenir nous récupérer. Voilà, assez compliqué, mais on essaye de faire remonter tout ça. Donc Paris 2024, je vous spoil un petit peu, mais vous aurez mon petit QR code qui va vous remonter et on va essayer de vous faire passer l'info. Mais on est très remonté que ça soit passé comme ça. Et malheureusement, ça doit rester une fête et ça doit l'être pour tous. Oui. Est-ce que moi j'ai une question parce que mon sentiment est quand même que ce qui se passe avec ces Jeux paralympiques est quand même magique et tout à fait extraordinaire, aussi fort d'une autre nature d'ailleurs, y compris la cérémonie d'ouverture qui nous a secoué. Elle était sublime, elle nous a secoué différemment, mais elle était magnifique. J'ai quand même l'impression que est-ce que c'est un cas isolé? C'est ça que je veux, parce que je sens quand même qu'il y a une attitude même des policiers qui est quand même extrêmement ouverte en fait. Ça me heurte terriblement pour vous ce qu'ils ont fait, mais mon sentiment est quand même que c'est quand même pas ça la généralité. Alors, je me trompe peut-être. C'est vrai que c'est un...
Allez-y. C'est qu'on a eu 2 réponses à ça. Une responsable nous dit qu'elle n'a eu aucun cas qui lui est remonté. En revanche, une bénévole de terrain nous dit que c'était son 2e cas de la journée. Donc on suppose que les personnes qui vivent ça ne le remontent pas nécessairement et c'est plutôt dommage. Possible. Et maintenant, on va passer aux résultats. Alors, tout notre soutien, évidemment, Salim, aux résultats. Et les Français ont été brillants ce week-end et aujourd'hui. Anthony Martin-Smith. Absolument brillant. Un week-end avec beaucoup de médailles. Nous sommes aujourd'hui à un compte de 32 au total, dont 9 médailles d'or, 10 médailles d'argent et 13 médailles de bronze, avec les performances d'athlètes comme aujourd'hui Alexis Anquincan qui visait l'or et qui l'a obtenu. Thibaut aussi qui en triathlon qui a lui de son côté obtenu l'argent. Nous avons Timothée Adolphe et on va peut-être revenir sur ce qui lui est arrivé hier soir au Stade de France sur le 400 mètres avec son guide Jeffrey Lamy, et où ils emportent l'argent avec un temps de 50-75 contre 50-58 pour le Vénézuélien qui lui remporte la couleur or. Mais il y a eu une réclamation pour comme on dit, tractation, ou tirage, je sais pas. Cherché aussi, on n'a pas de tractage, c'est quand on distribue des tracts. D'accord, c'est ça. Tractage pour tractopelle excessif. Alors justement, il aurait été tiré par son guide, ce qui est strictement illégal, et pourtant ça a été rejeté. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans la catégorie de Timothée Adolphe, qui est classifié T11 en fonction de sa sévérité de déficience visuelle, c'est-à-dire non-voyant, il court accompagné d'une personne voyante qui a donc le rôle de guide. Dans les autres couloirs, il y a donc 3 autres athlètes qui sont dans la même situation que lui, dont ce fameux Vénézuélien avec son guide. Et sur les 50 derniers mètres, ceux qui sont amateurs de sport paralympique et d'athlétisme, sont assez unanimes sur le fait qu'ils ont vu le guide du Vénézuélien tracter ce dernier sur les 50 derniers mètres, ce qui est formellement interdit par le règlement. Et donc le staff de l'équipe de France, c'est pas Timothée Adolphe qui l'a contesté, puisqu'il lui-même était incapable de le voir, mais le staff a déposé une réclamation qui c'est important de dire, c'est payant, hein. Donc quand on dépose une réclamation, on paye, hein. Donc évidemment c'est dissuasif. La réclamation est posée, elle est rejetée. Ce qui en plus sème le trouble, c'est qu'un officiel de Paris 2024 lui-même s'est manifesté, s'est positionné dans le même sens que le staff français. Ils font ensuite appel, l'équipe de France, et l'appel est définitivement conclu et rejeté hier soir, et ça a eu pour conséquence de déplacer la cérémonie protocolaire du podium des médailles à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, Anthony Martin-Smith. On peut dire quand même à quel point ces Jeux paralympiques nous enthousiasment, parce que c'était mon coup de cœur en fait, mais on a le droit de le dire et on va le redire et le redire encore. C'est vraiment. Moi j'ai été. Ça change le regard. Extrêmement outré par l'analyse du Point qui a comparé la situation politique en disant ce sont des handicapés, je ne fais pas, c'est pas pour faire honte aux Jeux paralympiques. Je trouve que c'est tout à fait honteux. Ce que montrent les Paralympiques, c'est une puissance, une capacité, une joie. On voit enfin des sportifs. Gabriel Desarrojo qui gagne, la célébration de Gabriel Desarrojo au bord de la piscine parce qu'il peut pas célébrer, donc il prend de l'eau, il crache comme un poisson. J'ai encore envie de pleurer, mais sérieux, ça chère Françoise, moi je vous propose qu'on organise les paralytiques. Ce seront les jeux des politiciens handicapés et ils sont nombreux. Excellent. Qui sont pour les mobiliser. Et moi j'ai encore plus de respect pour les athlètes du Paralympique, parce que je me dis mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que là on est merci beaucoup messieurs. Merci à vous. À demain. Merci messieurs. Vous restez avec nous dans un instant, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Philippe Bilger-Vit. Un triumvirat étrange. Avec les femmes afghanes interdites de chanter par les talibans. Avec vous Christophe Madrol. Libérons Paul Watson. Allez, on en parle dans un instant, vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup et vive les Paralympiques. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix, cette cour d'école indisciplinée. Dans la récré. Est-ce que madame, s'il vous plaît, vous avez vu, les Marseillais ont encore fait des bêtises. Oui, ils n'arrêtent pas de faire des bêtises. Ils font des trucs, ils cassent, ils regardent. On vous dérange pas, Christophe Madrol? Vous êtes en train de dire des choses. C'est pas possible. Ils cassent le matos. C'est dingue. J'ai l'habitude en fait de regarder Françoise de Gois, donc je me tourne. Effectivement, derrière moi, il y a une colonne et la production qui a pris parti tout à l'heure pour Françoise de Gois. Car je n'oublie pas. Je sais où sont les traites dans cette salle. Je sais qui m'a trahi. Bon, pour une fois qu'il y a un peu de gauchistes dans cette radio, si tu veux, je me sens un peu moins seul. Ça, c'est l'NPF. Dès que quelqu'un prend parti, les gauchistes. C'est étiquette. Bien sûr, évidemment, on se soutient. On est. Quoi? NFP. On se soutient. Vous imaginez un peu la meute. Mais vous êtes majoritaire. Vous êtes majoritaire. On est majoritaire. D'un seul coup, tiens, alors qu'est-ce qui t'arrive un année mort? On ne comprend pas ce que vous dites et parfois c'est mieux. Avec Philippe Bilger qui est avec nous, bien entendu. On la est révolution conservatrice qui est avec nous. On est ensemble jusqu'au 12 juillet. Non, mais 2025. Ça va être long, je vous le dis. Ah oui. Non, mais je vous le dis. Tu es beau, Philippe. Tu as un teint magnifique. Tes vacances. Oui, mais. D'accord. Ça va, Christophe C'est un Madrol? sujet qui intéresse tous les auditeurs. Oui, moi, Christophe Madrol. Tu sais qu'il y a une émission en fait en cours. Bon, allez, coupez-leur. On y va. Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table. Tout de suite, là? Ça a commencé? Oui. L'émission a commencé? C'est ce que je viens de dire. Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Ah, d'accord. Le tour de table. De l'actualité. Philippe Bilger, Macron, Sarkozy, Hollande, un triumvirat fictif pour vous. Oui, en fait, évidemment, j'ai bien compris qu'Emmanuel Macron, par une sorte de courtoisie et d'évidence, a accueilli pas en même temps, Nicolas Sarkozy et François Hollande à l'Élysée, aujourd'hui. Et je me suis dit, au fond, si on a le droit de faire une politique fictive, ce ne serait pas si mal que ça, parfois, de mettre ensemble trois personnalités qu'isolément on peut ne pas aimer, mais qui ensemble échapperaient à beaucoup d'inepties. Moi, j'avoue que Macron, Sarkozy et Hollande, se concertant, dialoguant, se critiquant, s'approuvant, réfléchissant au destin de la France, ce serait une politique fiction très agréable. Alors, donc il y en a un qui a réfléchi pendant 7 ans déjà, il s'appelle Emmanuel Macron. Vous additionnez les 5 ans de Nicolas Sarkozy, ça fait 12. Vous rajoutez les 5 ans de François Hollande, ça fait 17. C'est-à-dire qu'à eux trois, ils ont réfléchi pendant 17 ans à la situation de la France et on voit tout à fait le résultat économique, diplomatique. Mais précisément, à 3, ce serait différent. Bien sûr, ils s'entendent très très bien, ils sont d'accord sur tout. Vous êtes un romantique en fait. Ma chère François, vous êtes un peu moins de romantique. dérision à l'égard. C'est vrai. Christophe Madrol, je partage complètement ce que Qu'est-ce que vous pensez du plan A3? Le plan A3, mais connaissant les trois individus que Philippe Bilger nommait, j'aimerais être une petite souris pour écouter ce qu'ils disent en même temps. Parce que comme nous disons, ils ont quand même des caractères assez entiers. Ils ont été présidents de la République, donc avec des égos qui sont très forts. J'aurais aimé une petite souris pour voir ce qu'ils pouvaient se dire entre eux. Puisque vous avez la parole, Christophe Madrol, le procès de Paul Watson prévu donc le 5 septembre. C'est un peu un coup de gueule parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Paul Watson, c'est le capitaine Paul Watson. C'est un défenseur de l'environnement, président d'une association qui s'appelle Sea Shepherd, qui a toujours œuvré pour la protection des baleines, des cétacés dans toutes les mers du monde. Son engagement depuis 20 ans aujourd'hui, c'est sauver les baleines face à l'exploitation et au meurtre et à la destruction de la biodiversité liée à la faune marine, dont les baleines, parce que vous savez que les Japonais sont friands, ils ont des bateaux-usines avec des grosses capacités, ils vont tuer les baleines, ils déposent les baleines, ils récupèrent ce qu'il y a à manger dans la baleine et ils laissent la carcasse. Et Paul Watson et ses équipes sont aujourd'hui mis en cause et Paul Watson a été arrêté pour être ramené donc au Japon pour être jugé et être emprisonné. Mon coup de gueule, c'est simple. On n'emprisonne pas Paul Watson. Paul Watson est un écologiste qui défend la biodiversité, qui défend les baleines, et à l'initiative de plusieurs maires, dont le maire Christian Estrosi de Nice, plusieurs collectivités ont mis ce drapeau de protection de libérer Paul Watson. Le président Macron a dit également, a fait une intervention. Il faut que toutes les communes, tous les conseils régionaux, tous les conseillers départementaux, que tous les élus se saisissent de ce combat symbolique pour la biodiversité et l'avenir des mers. C'est pas simplement. C'est assez, oui. Je me cache à l'eau, oui. On va voir le dauphin. Allez, on y va.
Je voulais dire que c'est aussi un risque de vie ou de mort pour Paul Watson. On sait tout, même si le Japon est une grande démocratie, son système judiciaire est épouvantable. Si le tribunal du Groenland, le 5 septembre, décide de l'extrader, c'est quasiment une condamnation à mort. Vous savez, au Japon, vous êtes coupable et vous devez prouver votre innocence. Donc là, il y a quelque chose en plus. Il y a la symbolique. Je vois tous les acteurs, tous les chanteurs, tous les gens de la société civile qui s'emparent de ce sujet. Et ils ont raison de le faire parce que, en plus, c'est un sujet transversal. Moi, j'en discutais avec ma filleule qui a 20 ans, qui dit « Ah, pourquoi tu dis rien sur Paul Watson ?» Oui, c'est vrai, t'as raison. Ok, oui, et bien sûr. Donc, c'est très important, mais aussi, c'est une question sur le plan judiciaire extrêmement grave et cruciale pour lui. S'il est extradé et s'il part en prison au Japon, les conditions, nous le savons tous, au Japon sont tout à fait déplorables et vraiment, il faut se battre absolument pour que cet homme soit libéré, ne soit pas extradé vers le Japon. Philippe Bilger. Je connais mal la procédure japonaise, mais je l'avais assez approuvée à l'égard de Carlos Ghosn. Mais bon... elle est très dure, je connais bien moi, le Japon, elle est vraiment, moi, je l'aurais pas détestée en France. Non, mais elle est vraiment très dure. Non, tu le supporterais pas. En tant que procureur général... Non, mais Watson, je connaissais pas à fond l'histoire. Vous ne pourriez pas accepter, avec votre amour du droit et tel que je le connais, mon cher Philippe Bilger, avocat général, que vous avez été brillantissime. Vous n'auriez absolument pas accepté le système judiciaire japonais. J'aime ce pays, je le défends tout le temps, sauf son système judiciaire. C'est infernal d'être un avocat au Japon, je vous l'affirme. J'ai un ami qui est avocat, c'est un enfer. François a raison, mais Paul Watson est un pacifiste. Il n'a jamais porté une arme. Il n'a jamais menacé personne. Il va défendre les baleines. Il a raison. Donc, mettre en prison un type qui défend les baleines, ce n'est pas possible. Donc, symboliquement, mobilisons-nous et libérons Paul Watson. C'est pas symboliquement, on doit gagner la bataille juridique. Je le dis, c'est pas que symbolique. Même la bataille de l'opinion face à ces pays. L'opinion, elle est vraiment acquise, on sent bien. Non, les Japonais... de l'autre côté. Oui, mais il y a que les Japonais, en réalité, qui aiment la baleine à ce point. Ça, je dis rien. Sinon, moi, il y a peut-être la valise de Carlos Ghosn, elle est peut-être encore disponible. On peut peut-être faire un petit... retrouvons la valise. Et on le récupère. Pour se faire la malle. Pour se faire la malle. Bravo. Il est bon. Dans un instant, un sujet important, les femmes afghanes interdites de chanter par les talibans. Ça aussi, c'est un sujet dont il faut parler assez régulièrement. Merci Françoise de Gouade de le porter. C'est dans un instant. 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr commenter cette émission et y participer. Et on sera ravis de vous accueillir. C'est Les Vraies Voix. On est ensemble avec Philippe David et nos invités jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les Vraies Voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue, Les Vraies Voix, jusqu'à 19h. Si vous n'avez rien compris de cette émission, ça tombe bien, nous non plus, avec Philippe David. Mais parle d'une première, non, c'est là que tout va commencer. Enfin, il va y avoir des choses intéressantes à dire dans un instant. En attendant le coup de gueule. En attendant une nullité, je remercie. Non, pas du tout. Non, en attendant, j'allais dire un coup de gueule, mais c'est ça aussi. C'est aussi un coup de gueule et un coup de main et de cœur. Oui, parce qu'il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas oublier nos amis iraniennes, véritablement, inlassablement. Il faut continuer sur Femmes, Vie, Liberté. Comment dirais-je, la population est terrorisée. Finalement, la terreur a fonctionné. C'est-à-dire qu'elle a fonctionné sur des pans. On pouvait s'attendre. C'est-à-dire que ça continue à bouillir, mais il y a quelque chose qui s'est un peu brisé. Il faut quand même le dire. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour les Afghanes? Comment est-ce qu'on peut agir? Moi, ça me brise le cœur. C'est-à-dire que je suis à la fois en colère, émotionnellement, je suis secoué. La dernière mesure des talibans, c'est interdire aux femmes de chanter. Est-ce que vous imaginez parce que le chant, c'est mécréant, c'est impie, etc. Donc les femmes sont déjà engrillagées totalement. Je ne sais pas si vous avez vu l'extraordinaire histoire. Je fais le lien avec les Paralympiques de Zakia, qui a été médaillée de bronze en taekwondo, qui est une jeune athlète afghane handicapée qui a fui son pays quand les talibans sont arrivés parce que son entraîneur lui a dit: Zakia, tu dois partir parce que tu vas être exécutée tout simplement. Non seulement tu es une femme, mais tu es handicapée. Elle a été accueillie par le France et elle est médaille de bronze. Et elle a lancé ce cri avant-hier en disant: n'oubliez pas, s'il vous plaît, les femmes afghanes. Je gagne pour les femmes afghanes. Je gagne pour mes sœurs. Ces femmes sont engrillagées et maintenant n'ont plus le droit de chanter. Que fait-on?
pour l'Afghanistan. Comment agir? Je n'ai pas la réponse. Je suis pas en train d'accuser la France de pas agir suffisamment. Mais comment on se mobilise, je ne sais pas. En matière de diplomatie, ça doit être compliqué. Il y a 2 ans, le département d'État américain parlait de talibans inclusifs. Est-ce qu'on n'était pas dans le délire, pourquoi pas gay-friendly pendant qu'on y est? Bien sûr, les talibans modérés, vous vous souvenez? Oui, les talibans modérés, oui. Il y a 2 choses qui me frappent. C'est d'abord, en général, les débuts de barbarie au fil du temps s'adoucissent, me semble-t-il. Et alors là, les talibans, au contraire, aboutissent chaque jour davantage à un ignoble qui indigne davantage. Et deuxième élément, je suis surpris de voir le silence absolu de nos féministes. Est-ce que c'est parce que elle fonctionne? Non. Il y a rien. Ah, c'est pas vrai. Moi, j'ai regardé. Je ne cesse de regarder l'ensemble des réseaux sociaux. Je n'ai jamais. Non, mais en dehors des réseaux. Non, mais des prises de position. Je n'ai entendu personne contre ces horreurs. Mais vous avez des prises de position très puissantes contre les talibans. Enfin, Philippe, vous avez décidé. Mais de tout le monde, de féministes. Je sais très bien que vous êtes en train d'organiser, Caroline de Haas, par exemple, je sais que vous êtes en train d'organiser la guerre entre les féministes. C'est votre grand jeu de nous expliquer qu'il y a les féministes fusillés chimiquement purs, Elisabeth Badinter, et puis toutes les autres qui seraient des débiles woke. Mais si, bien sûr. C'est la grande. On va faire ça toute l'année, donc c'est pas. On peut commencer tout de suite. Moi, aujourd'hui. j'aime les féministes intelligentes, genre Sylvia Magazinski. Mais évidemment, mais il y a d'autres féministes que vous classez comme des woke épouvantables. Elle ne veut pas rentrer dans la guerre du féminisme parce que sinon, non, voilà, c'est ça. Si, elle parle des femmes. Le sujet que tu abordes est fondamental, on a déjà parlé. Quand une dictature veut opprimer son peuple, on s'en prend déjà aux femmes. Et tu as raison de dire qu'empêcher les femmes de chanter, moi ce qui m'a scandalisé, c'est effectivement les remettre sous le joug de la masculinité et de. Tu te rends compte que ça signifie? C'est un scandale. Empêcher les femmes de chanter, ce que le ça débat que signifie. vous avez avec Philippe m'intéresse. On ne divise pas le féminisme. Ah si, bien sûr. Non, Françoise. On priorise les choses aujourd'hui. Le combat que tu dis là par rapport aux femmes afghanes, comme les femmes iraniennes, etc., doit être prioritaire de toutes les politiques publiques. Et la politique ne se fait pas sur X. Moi, je vois ce que dit Sandrine Rousseau. Je vois le tweet de Marie Toussaint qui disait que la question du changement climatique faisait qu'il y avait un avertissement de femmes plus ou moins. La politique ne se fait pas sur X. Mais moi, écoute, j'aimerais que les femmes d'opinion. Mais elles le disent aussi dans les médias. On finit. Sandrine Rousseau, elle le dit dans les médias. Arrête un peu. Sandrine Rousseau, j'aimerais qu'elle utilise effectivement sa capacité d'être dans les médias pour systématiquement dénoncer la même chose. Et de ne pas changer de sujet en permanence et systématiquement porter l'anathème sur des choses qui n'ont pas rien à voir avec les questions du féminisme. Je vais vous expliquer un truc. Il y a les débats de plateau, il y a la réalité de ce pays. J'en ai ras-le-bol de ces fausses, de ces fausses oppositions. Je sais très bien ce que ça veut dire politiquement d'opposer Caroline de Haas, Sandrine Rousseau à Elisabeth Badinter ou à Sylvia Magazinski. On a tous compris, mais ça marche pas. Parce que si ça faisait recette, Bardella serait aujourd'hui Premier ministre, ça n'est pas le cas. Donc on va arrêter. Est-ce qu'on va pouvoir se faire l'économie de ce débat archaïque qui ne rime à rien? Voilà. Il y a des féministes et elles se battent. Je suis désolé. Mais c'est pas les mêmes, François. Mais si, bien sûr que c'est les mêmes. Où est-ce que tu vois une différence entre Agazinski et Sandrine Rousseau sur les femmes talibans? Sur les femmes afghanes, il n'y en a pas. Bah non, il y a dis-moi. Sur tous les sujets féministes, à Agazinski, il y a un gouffre. Quel gouffre entre les Sandrine Rousseau? Allons jusqu'au bout, Françoise. Allons ouvrir le débat. Est-ce que la question culturelle, est-ce que la question religieuse, est-ce que la question sociale est abordée de la même façon entre Agazinski ou Rousseau? Ça dépend. Ça dépend des. Moi, je dis aujourd'hui, en vivant à Marseille, je vois ce qui se passe dans les quartiers nord et je vois, comme tu le connais très bien, Marseille, ce qui se passe aujourd'hui par rapport aux gamines où aujourd'hui on leur met la burqa dans les quartiers de Marseille qui n'existait pas pendant des années. Ça, c'est vrai, je n'ai jamais vu ça pendant des années. Tu vois, aujourd'hui, il y a une réalité de terrain et sociale. Je suis d'accord. Rousseau ne l'aborde pas de la même question. Mais Rousseau, elle n'a jamais été favorable à la burqa et je ne pense pas que Rousseau soit favorable au régime afghan, au régime taliban. Enfin, arrêtez les délires. Hein. Pardon. Non, bien sûr. C'est pas pour éviter le sujet, mais je pense qu'il y a besoin de jeter des ponts. Aujourd'hui, il y a un film extraordinaire qui va sortir qui s'appelle Tatami, qui est fait par une réalisatrice iranienne et qui est produit aussi par un monsieur qui est israélien et qui montre justement l'évolution sur le judo et les pressions, ces formes de thriller. Je pense que ça va être extraordinaire et je vous invite tous à aller voir parce que aller au cinéma, c'est aussi une forme de soutien à celles et ceux qui sont loin et aussi de conscientiser les gens de ce qui se passe. Je suis d'accord. Et allez voir Les Graines du Figuier Sauvage qui sort en septembre, qui est Grand Prix du Festival de Cannes, réalisé par un Iranien sur femmes et liberté. En tout cas, je dis vraiment aux parents, emmenez vos enfants au cinéma. Il s'y passe plein de choses extraordinaires sur les sujets que vous abordez.
Merci beaucoup. Rodrigo Arenas, vous serez avec nous dans quelques instants puisqu'on va parler de cette rentrée scolaire avec ces nouvelles mesures qui arrivent. Moi, j'avais une question à vous poser puisque vous êtes député de la France Insoumise de Paris et ancien président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Est-ce que finalement, le modèle français d'éducation est totalement inefficace ? Non, il est efficace sur plein de sujets. Il est réinterrogé, mais comme on réinterroge beaucoup de choses. Moi, je pense, j'ai écrit un livre là-dessus dernièrement, je pense qu'on a changé de civilisation. Je pense que l'arrivée du numérique a profondément changé le rapport aux connaissances, au savoir, à soi-même, aux autres et au monde, et que l'école doit s'interroger là-dessus parce qu'elle doit enseigner ce monde-là aux enfants. Et manifestement, les adultes aussi sont un peu perdus, par exemple avec le téléphone portable dont j'imagine nous allons parler. Absolument. Donc tout le monde se réinterroge et l'école est au cœur de tout ça. On en parle dans un instant. Restez avec nous, 0826 300 300 avec Philippe David et nos éditorialistes du jour. On est ravis de vous accueillir jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Très heureux de vous retrouver pour les vraies voix. On va remercier un auditeur très fidèle qui s'appelle Ludovic, qui nous a envoyé des gâteaux. Il est dans les Landes et là notamment des croquants de sorcière. Alors c'est logique, Françoise de Gouave venait aujourd'hui, c'est pour ça qu'il les a envoyés et c'est vraiment excellent, n'est-ce pas Cécile ? Alors je voudrais dire à quelque chose à nos auditeurs qui nous envoient des gâteaux, des chocolats, des trucs. J'ai pris 5 kilos l'année dernière. Donc ça commence à bien faire. Parce que bien entendu, vous nous envoyez des cadeaux, on vous en remercie, mais mon corps d'été est déjà parti, donc je voulais le rattraper, je vois que c'est mort. Voilà, c'est tout. Voilà, alors que moi je suis svelte. Non mais continuez, enfin il n'y a aucun problème parce que on mange des douceurs. On rentre direct dans le corps d'hiver, donc n'hésitez pas, les foie gras, n'hésitez pas. Les cochonailles, n'hésitez pas. Mais je déconne, mais vous êtes tellement mignons de nous envoyer des cadeaux. Merci à Ludovic. Et en plus ça nous fait voyager d'une région à une autre, voilà, comme Sud Radio des territoires, c'est exactement ça. Allez tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix les amis. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Les élèves de chaque classe seront répartis en 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. L'idée pour nous, c'est vraiment de recréer ce sentiment de cohésion et d'appartenance pour aussi apaiser le climat scolaire. Et cela passe par un climat scolaire apaisé et la tenue commune, pour moi, y participe. J'ai souhaité établir l'interdiction des téléphones portables dans l'enceinte des écoles et des collèges. Comment ça va ce matin ? Non, ça va pas du tout. Et donc cette journée de rentrée, 12 millions d'écoliers, de collégiens et de lycéens sont rentrés. Une année scolaire qui sera marquée par la mise en place des groupes de niveau au collège, rebaptisés groupes de besoins par la ministre démissionnaire de l'Éducation Nicole Belloubet. Autre mesure supplémentaire, c'est l'interdiction des téléphones portables, mais aussi l'uniforme déjà mis en place dans des établissements. Alors parlons vrai, est-ce que ce sont des mesures gadgets ? Est-ce que le principal problème de fond, ce ne serait pas l'autorité des enseignants dans les classes ? Est-ce que le second problème, c'est pas les programmes et les méthodes d'enseignement ? Et à cette question, portable, groupe de niveau, uniforme, les nouvelles mesures peuvent-elles améliorer la vie scolaire et le niveau des élèves ? Vous dites oui à 51%, vous voulez réagir. Aude attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité pour en parler, Rodrigo Arenas, est avec nous. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes député de la France Insoumise de Paris et ancien président de la FCPE, qui est la Fédération des conseillers de parents d'élèves. Je ne vais pas étonner Rodrigo, qui me connaît bien, de la même manière que je crains que son discours soit parfaitement aux antipodes du mien. mais puisqu'on parle de sujets très précis, le portable, l'uniforme, les groupes de niveau, et j'aimerais que Françoise ne se moque pas de moi. Jamais de la vie, je me permettrai pas. Je vais continuer à dire que je regrette profondément que Nicole Belloubet, qui lorsqu'elle avait la possibilité d'agir ne l'a pas fait, comme et Gabriel que, à partir du moment où elle devait s'occuper des affaires courantes, elle s'est mise à vouloir faire de la politique et à critiquer ce que son prédécesseur avait fait bien. Tu devrais dire ce merveilleux Gabriel Attal. Donc pour aller dans le sujet du portable, de l'uniforme, ce sont des expériences pour l'uniforme
qui me paraissent très positives parce qu'il est nécessaire de recentrer l'école sur l'essentiel de sa mission. Le portable, j'entends bien, les problèmes sont complexes, mais il y a déjà une réponse simple à tous ces soucis, c'est une forme d'autorité à restaurer. Je ne dis pas que ça suffit pour tout, mais je pense que on va, si on les met en œuvre, et surtout si on ne considère pas que mettre en œuvre ces mesures de bon sens constitue et exige un courage surhumain, on va vers... C'est bien d'y aller. Mais je regrette, je ne crois pas en Nicole Belloubet sur ce plan-là. Vous ne croyez que dans Gabriel Attal, donc vous savez que c'est fini, hein, il est mais maintenant, etc., mais etc. il continue à être intelligent. Oui, c'est sûr, bien sûr. J'apprécie qu'il ne soit pas aimé par notre président. Non, oui, d'accord. Ok, maintenant c'est un nouveau truc. Tous les prétextes sont bons pour aimer Gabriel Attal. Donc, oui, moi j'adore le côté uniforme, c'est mon petit côté chevènement, ordre juste, Ségolène Royal, j'adore ça. Après, je me dis, non, mais bien sûr, évidemment, il y a un petit côté comme ça chez moi, j'aime bien. Mais la réalité, je me pose juste la question, est-ce que c'est ça l'urgence pour l'école? J'ai l'impression que l'histoire de l'uniforme, l'histoire des portables, c'est exactement comme l'histoire de l'abaya. Il y avait 200 cas en France, on en a fait toute la rentrée scolaire, et ça a valu à Gabriel Attal votre admiration notamment éternelle jusqu'à la fin des temps. C'est long l'éternité, mais ça ira jusqu'au bout avec vous, c'est sûr. Donc moi, c'est quand même ça la question que j'ai. A priori, je suis d'accord sur l'idée qu'on puisse pas tout le temps utiliser les portables, mais quand même, est-ce que c'est bien ça le sujet? C'est une question que je pose à notre ami Rodrigo. Ah oui. Alors je vais te répondre à moitié, François, avec une discussion. Mais c'est pas Rodrigo répondra après. Notre ami Rodrigo, un député de valeur de Paris que j'apprécie beaucoup. En fait, moi qui suis un homme de droite pour Françoise de Gaulle. Moi qui suis un vrai mec de droite avec Françoise de Gaulle, c'est exactement. Salut Rodrigo. Je vais faire la synthèse. Alors, l'uniforme pour moi, j'ai énormément évolué parce que moi, le précis uniforme, c'est pas trop mon truc, et je me rends compte en fait en parlant beaucoup avec mes enfants qui sont encore scolarisés, ils en ont strictement rien à carrer de l'uniforme, c'est pas le problème. Par contre, je vais te dire un truc, le fait qu'ils aient eu entendu qu'on supprime le téléphone portable dans les collèges voire les lycées, quelque part ça les a rassurés. Ils sont conscients que le téléphone portable influe sur leur scolarité, influe sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont toujours en ligne à se raconter leurs conneries, et le fait qu'il y ait une interdiction qui vienne de l'extérieur, ça les a rassurés. Et mes deux gamins m'ont dit que si effectivement ça passait, ils se plieraient effectivement à ne pas prendre le téléphone portable de 8h à 17h, et pourtant ce sont des gamins qui sont accros au téléphone portable jour et nuit. Mais l'autorité extérieure fait que ça soit posé. Et j'ai eu cette réflexion-là et je me suis dit, pourquoi pas? Autant que l'uniforme, je mets de côté parce que je pense que c'est un truc hallucinant, c'est vraiment pas le problème. Très bien, ouais. Oui, moi, toi, on n'est pas. Mais le téléphone portable, je te dis que si effectivement les adultes, l'autorité fait qu'on interdit le téléphone portable dans les collèges et les lycées et qu'il y a un accompagnement un peu pédagogique, qu'on soit pas dans un monde de bisounours, ça peut faire avancer les choses. Rodrigo Arenas, quand je les entends, je me dis, il y a un mot qui ressort de tout ça, c'est de se dire, est-ce que ça peut mettre, en tout cas, faire reculer le harcèlement? Qui dit pas de téléphone dans les cours d'école, pas de harcèlement. Mais c'est à tout l'ensemble de la société que ça se pose. On sait aujourd'hui que l'essentiel des harcèlements de tout un chacun, donc les élèves ne font pas abstraction de ce phénomène sociétal dans lequel nous sommes. Je disais tout à l'heure civilisationnel, c'est qu'on est tous un peu largués par rapport à ça. Vous savez, moi j'ai fait un forum écran à l'Assemblée nationale avec des députés de tous les groupes. Qui ont tiré au sort des citoyens de leur circonscription. On s'est posé la question comment protéger les enfants des écrans, parce que c'est un problème. Ça pose des problèmes éducatifs, mais ça pose aussi des problèmes de santé publique. C'était en plus juste après le Covid. Et l'essentiel des participants, qui ont des professionnels en face d'eux pour répondre à leurs questions, parce que la démocratie, ça se fait avec des démocrates, donc il faut l'éclairer, la démocratie. C'est pas le café du commerce, c'est sérieux quand on parle de ça. Eh bien, ils ont tous dit que c'était pas des interdictions qu'ils voulaient, mais c'était des grandes campagnes nationales de prévention et d'éducation, parce qu'on est tous largués par rapport à ça. Donc oui, le harcèlement existe. Vous avez des députés, par exemple, qui se font harceler sur les réseaux sociaux, sur X, et d'ailleurs la justice a bien du mal à les protéger, parce que tout le monde est dépassé, même la justice est dépassée pour ça. Les pouvoirs publics sont dépassés par ça. Donc la question qui se pose, c'est comment on y répond. Aujourd'hui, moi je suis parfaitement favorable à ce que les téléphones portables ne soient pas dans les enceintes des collèges. D'ailleurs, c'est la loi.
Les téléphones portables, il faut le savoir, depuis 2018 sont interdits. Le problème, c'est que vous avez un système éducatif qui communique avec une application que tous les parents d'élèves connaissent, qui s'appelle Pronote, dans lequel vous avez l'obligation d'avoir soit un téléphone portable, soit un ordinateur pour communiquer avec l'établissement. Et après, vous avez un autre problème, c'est qui va le mettre en œuvre? Est-ce que c'est la vie scolaire? On sait très bien que la vie scolaire en France est en difficulté parce qu'on n'a pas les personnels pour le mettre en œuvre. Donc, d'une bonne intention, vous dites du bon sens, maître Bilger, on peut prendre tous les qualificatifs qu'on veut, c'est que si vous n'avez pas des adultes pour faire respecter les règles, pour faire respecter la loi, pour faire respecter en fait que une activité pédagogique se fait sous l'autorité d'un enseignant parce que c'est un métier, eh ben on va avoir du mal à le faire. Donc la question qui va se poser, c'est que si on veut soit de l'autorité, soit de l'éducation, parce que vous avez des enseignants qui utilisent des téléphones portables et des ordinateurs parce que c'est compliqué de faire autrement aujourd'hui, mais tout ça fait que c'est un métier et que c'est pas celui des parents d'élèves parce qu'eux aussi ils sont largués. Donc pour conclure sur votre interrogation qui est aussi la mienne, c'est que ça rassure les parents parce que quand vous dites pas de téléphone, pas d'ordinateur, protégeons les enfants, les parents d'élèves d'une façon générale, mais les enseignants aussi, les politiques aussi qui sont dans cette histoire-là, eh bien ils pensent que les gamins vont être largués. Ils n'auront pas accès à une éducation complète, ils n'auront pas accès à une instruction et ils seront évincés de filières qui seront amenés à donner des beaux métiers, des bons salaires, une bonne situation, et que on est tous confrontés à ça, donc c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que juste interdire. Mais on peut l'uniforme dedans aussi. Le harcèlement, il est aussi par le vêtement. Alors, c'est pas pour vous répondre, mais tous les pays qui mettent en place l'uniforme, des grands pays, l'Inde, Royaume-Uni, le Chili, l'Irlande, l'Irlande, beaucoup de pays d'Afrique aussi, je rappelle. Beaucoup de pays d'Afrique, ça n'a pas permis de mettre un terme au harcèlement. Ça n'a pas permis de mettre un terme aux inégalités sociales. D'ailleurs, vous avez à Saint-Denis l'école de la Légion d'honneur, qui est une école de jeunes filles dans laquelle vous avez l'uniforme. Eh bien, ça n'empêche pas que les sacs à main des jeunes filles ne sont pas les mêmes. Il y a des grandes marques et des marques moins bonnes. Les chaussures ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que vous aurez toujours la possibilité de distinguer une classe sociale indépendamment de l'uniforme. Donc, et je vais vous dire, en fait, c'est pas le sujet, c'est que c'est petits bras. Aujourd'hui, c'est pas la question de l'uniforme, c'est comment on fait comme en Finlande. C'est-à-dire faire en sorte que l'école, tout ce qui a un intérêt éducatif ou pédagogique, soit intégralement pris en charge par la puissance publique. Et aujourd'hui, vous avez des villes, par exemple, Bordeaux, Marseille, Paris et plein d'autres communes qui prennent en charge, par exemple, les fournitures pour les élèves. Absolument. Toutes les fournitures. Paris, par exemple, question, c'est que ces villes-là, elles grèvent sur leur budget communal. Moi, je dis que c'est l'État qui doit le prendre en charge, comme la santé. Parce que c'est une priorité nationale. Et tous les moyens que ces villes dégageront pour qu'elles mettent aujourd'hui pour l'école gratuite, eh bien, ça permettra de faire d'autres politiques publiques, notamment des politiques de prévention, comme dans mon arrondissement, par exemple, dans ma circonscription, pardon, où vous avez des équipes extraordinaires qui prennent soin des gamins, notamment dans les quartiers politiques de la ville. Mais la ville, elle peut, par exemple, payer des éducateurs spécialisés parce que, vous savez, éduquer un enfant, c'est beaucoup de professionnels. Et les enseignants, des fois, ils ne savent pas faire. Quartier Nord, on a besoin d'éducateurs spé, on a besoin d'enseignants, on a besoin de parents, et tout le monde est confronté à ça, parce que l'éducation, c'est pas que l'instruction, même si je suis d'accord avec vous, on n'est pas finalement en désaccord, maître Bilger. L'instruction est nécessaire, c'est-à-dire lire, écrire, compter, c'est essentiel, mais c'est pas suffisant pour éduquer. L'instruction et l'éducation sont nécessaires, et c'est ça le projet de l'école publique. C'est le projet de la République. Je suis d'accord avec ce que dit Rodrigo, juste une petite question. Le harcèlement que subissent les députés, et Françoise ou moi ailleurs, ou d'autres, est-ce qu'on n'a pas une manière toute simple de régler le problème, c'est d'y résister? Mais on y résiste tous. Là, on parle du téléphone portable, mais moi, quand j'étais en fonction à la FCPE, régulièrement, on prenait soin des parents et des enfants, du coup, avec l'équipe pédagogique, qui se faisaient harceler dans les toilettes, qui se faisaient harceler dans les cours d'école, ou par l'apparence physique, celui qui était trop gros, trop grosse, trop moche, trop grande, trop petite. C'est-à-dire que le harcèlement, c'est un rapport de domination. C'est que quelqu'un estime, soit parce qu'on lui a appris, soit parce qu'il a découvert que c'était funky de le faire, qu'il a la possibilité, en tout cas, il s'arroge le droit de faire du mal à quelqu'un qu'il considère comme inférieur. Il a du pouvoir. Donc ça, vous savez, ça existe, ça s'appelle l'éducation. Et moi, je regrette une chose, et je pense qu'on va être d'accord ensemble. Parce que vous avez beaucoup parlé de Gabriel Attal, etc. Je vais prendre des photos si vous êtes d'accord. Il y a une chose que je trouve qui est le plus grand échec de la Macronie, c'est d'avoir retiré l'enseignement de la philosophie au lycée professionnel. C'est-à-dire que vous avez 46% des élèves de ce pays qui n'ont pas accès à la philosophie. Or, précisément tout ce dont on discute, c'est un chemin philosophique, c'est une vision de la société. Donc quand vous empêchez des élèves
Enfin, c'est quand même des années de scolarité complète, d'avoir accès à la discipline qui, par définition, vous apprend le rapport à vous, le rapport à soi, le rapport aux autres, le rapport au monde. Eh bien, je trouve que c'est un scandale et il faut remettre la philosophie. D'ailleurs, je vais faire du teasing. Je mets en place cette année un tour de France que j'appelle le Philo-Tour avec des philosophes et on va aller faire de la philosophie dans les quartiers avec les enfants, à hauteur d'enfants, parce que tout ça est un chemin et que ce que nous parlons des valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Vous comme moi, nous n'avons pas eu de cours de laïcité à l'école, ça n'existait pas. Eh bien, c'est un chemin philosophique. La République, c'est pas une évidence. Eh bien, si nous prenons ce chemin-là, si collectivement, y compris dans les médias, nous prenons ce chemin d'enseigner que ces valeurs, ça s'apprend, et que ça s'apprend dès le plus jeune âge, nous avons peut-être une chance de faire en sorte de changer les mentalités. Parce qu'une loi, ça change un comportement, mais ça change pas une mentalité. Une mentalité, c'est un élève pendant 15 ans qui va à l'école, et on a peut-être une chance que quand il sera parent, il enseignera ce qu'il a appris à l'école à ses enfants. Vous voyez, changer de mentalité, ça prend 30 ans, et malheureusement, avec les réseaux sociaux, nous sommes dans une temporalité qui ne prend pas 30 ans, qui prend 1 milliseconde, et j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de anti-éducatif que les réseaux sociaux. Et moi, je fais confiance aux enseignants parce que c'est leur métier. Je fais confiance aux parents et je fais confiance aux médias pour véhiculer cette parole-là. Vous êtes en train de me dire que je vais mettre 30 ans à comprendre Philippe David? Comment? Je vais mettre 30 ans à comprendre Philippe David, c'est ça que vous êtes en train de me dire? Ah oui, mais il faut faire de la philosophie. Est-ce que Philippe David se comprend lui-même? Ça, c'est une vraie question. Excusez-moi, la philosophie n'est pas la psychiatrie. Donc, vous comprenez bien que ce sont deux matières tout à fait différentes. Moi, je partage complètement ce que tu as dit, cher ami. Je crois qu'effectivement, et je t'accueille quand tu veux à Marseille pour qu'on passe avec le Philo-Tour, c'est super important. Parce que la question qui m'anime aujourd'hui, Sophie, la question du féminisme, la question du féminisme et comment sont considérées les filles dans les quartiers, c'est le gars, il n'a rien dit, il se réveille 100 minutes à la fin. C'est bon. Quelle agressivité de Françoise. Je t'aime, Françoise. Je t'aime, François. Rodrigo Arenas, merci beaucoup, député de la France Insoumise et ancien président de la Fédération des conseils de parents d'élèves. Merci beaucoup, Philippe Bilger. On vous retrouve demain. Merci, Françoise. On vous retrouve quand, Françoise? Mercredi, journée des enfants. Christophe Madrol. Un jour peut-être une nuit. Près d'un lac, je m'étais endormi. J'en profite pour faire un petit welcome à Justine qui vient de nous rejoindre. Web. Yeah, Justine, she's back. Elle était là avec nous il y a 2 ans, on l'a récupérée, on est content. Merci Maxime, merci Aurore, et merci Félix, Mathieu et Gauthier. Et on se retrouve demain pour la seconde. Il en reste, oh là là, beaucoup. Allez, on vous embrasse, passez une belle soirée. Salut. Tout de suite, les vraies voix citoyennes. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons